Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Synthé Night Club. En ce 31 octobre 2022, jour d'Halloween, nous au SNC, on a décidé de se mettre au diapason, et quoi de mieux pour vous faire peur, pour vous faire trembler, pour vous faire frissonner, que de reparler du match de l'ASS de ce week-end. Match qui a été une catastrophe, encore une fois, et ne faisant pas exception à la saison cataclysmique que je vis avec le SNC, c'est encore une défaite. Mais j'ai un autre motif de satisfaction, puisque aujourd'hui, nous avons un invité, et pas des moindres. Il est au streaming et aux jeux vidéo League of Legends, ce que Loïc Perrin est à la SS. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir et de venir parler de ce triste match avec nous. C'est Chap. Comment ça va, Chap ? Bah ça va très bien. Ça aurait été mieux si s'il y avait eu cet affrontement entre Saint-Etienne et le FCRSG, mais malheureusement ça n'aura pas lieu. Non, malheureusement. Très déçu. Enfin, on a fait le 7ème tour de Coupe de France, on a les maillots, c'est bien, pour nos joueurs amateurs, c'est bien d'avoir gagné les maillots cette année, c'était pas facile. Pour compléter ce casting XXL, vous avez l'habitude de le voir avec moi, il fait partie des plus courageux du SNC pour braver les mauvais résultats, c'est Sylvain de Green Prospect. Comment ça va, Sylvain ? Bah écoute, comme à chaque fois que je suis présent sur cette émission, je commence à me poser des questions puisque je débriefe quasiment systématiquement des défaites. Voilà, celle-là est encore plus rageante que les précédentes, je crois, parce que la frustration et la déception s'installent chaque jour davantage. Ouais, c'est vrai que pour rien vous cacher, avec Sylvain avant la prise d'antenne, on cherchait lequel de nous deux était le chat noir. Mais on a peut-être une réponse, vous le connaissez, c'est votre délégué de classe préféré du chat. Il est le chat noir officiel, enfin du moins décrété à l'unanimité du SNC. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Ouais, salut Kevin, salut Chap et Sylvain, salut le chat. Bah écoutez, ce titre on va plutôt bien parce que quand je suis au stade on perd, quand j'y suis pas aussi, donc bon. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Chap, mais parce que il parlait de Roche-Saint-Genès, mais parce que il me semble que tu as joué là-bas quand tu étais plus jeune. Ouais, c'est ça. Il a bossé ses fiches. Hein. Ouais, mais attends, mais on en a parlé parce que ça aurait été drôle que Saint-Étienne affronte le club de son enfance. Bon, c'est un peu raté. Merci Wadji, mais voilà. Tu veux dire que tu as entendu parler de ça parce que Chap a marqué l'histoire du club là-bas, c'est ça ? Mais le stade porte son nom. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Ouais. Le stade Alexis Varret, c'est à Roche. Pour ceux qui sont de là-bas, en tout cas, vous connaissez. Bien sûr. Chap, nous on te connaît. Peut-être que tout le monde qui nous écoute, que ce soit sur Twitch ou sur la radio des Verts d'Active Radio, ne te connaît pas. Chap, c'est, pour vous faire bref, 330 000 followers sur Twitter, 245 000 sur Twitch, streamer League of Legends, qui est un jeu vidéo, depuis de nombreuses années, véritable pilier du streaming français, mais surtout, vous l'avez peut-être déjà vu, à la présentation des maillots, si vous aviez suivi les 2 dernières années, aux côtés d'Arnaud Nordin. Alors, signe prémonitoire, Chap, tu fais partie de l'élite des streamers français qui sont originaires de Saint-Étienne ou supporters de Saint-Étienne. Vous n'êtes pas beaucoup, quand même. Alors, originaire de Saint-Étienne, il n'y a que moi et Mintos. Et supporter de Saint-Étienne, il n'y a que moi. Donc, ouais, c'est un peu le cas, ouais. Ouais, on a Keun, mais Keun il triche un peu, il n'est pas vraiment de Saint-Étienne. Oui, Keun, ouais. Et puis bon, maintenant il fait partie de l'équipe du SNC, donc il est un peu biaisé. Tant pis pour lui. Tu es supporter de Saint-Étienne depuis longtemps, Chap ? Depuis autant longtemps que je m'en souvienne, quoi, concrètement. Tu as hérité de ça comme nous, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah, tu nais à Saint-Etienne, je pense pas que tu puisses soutenir une autre équipe, quoi. Si t'avais grandi à Saint-Etienne, ça, c'est pas possible, en fait. Mais c'est ça, j'ai l'impression que la nouvelle génération de supporters, on n'a pas choisi d'être supporter de Saint-Étienne, on est né avec. On le subit plus. Voilà, c'est ça, c'est que pour être toujours là actuellement, c'est vraiment dire on l'a pas choisi, quoi. Tu continues de suivre cette année ? Ouais, bien sûr. J'ai pris mes petits abonnements là, Prime Video comme l'année dernière et Bein. On suit, hein, c'est pas tout le temps facile, mais on suit. Le match de ce week-end, t'as pu regarder un petit peu Alors je streamais, j'ai coupé pour la deuxième période.
voilà, j'ai coupé pour la deuxième période. Je regrette peut-être d'avoir coupé pour la deuxième période, mais T'aurais pas. ouais, c'était pas incroyable quoi. T'es mitigé aussi sur ce début de saison, parce qu'on va pas refaire tous les matchs de la saison, mais tu te retrouves quoi de cette nouvelle saison? Tu penses qu'on a la peine un peu? Bah, je trouve que vraiment le match contre Bastia, je trouvais que c'était incroyable. Genre, ça faisait vraiment plusieurs années que j'avais pas vu la SSE jouer comme ça. Mais plus le temps passe et plus je me dis que bah, c'était les adversaires en fait qui étaient exceptionnellement nuls ce jour-là. Parce que on n'arrive pas à reproduire bordel, ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que c'était. Je sais pas, ils ont tellement bien joué ce jour-là, ils arrivent tellement pas à jouer les autres matchs que c'est inexplicable. Je vais pas te mentir que quand on a vu ce match-là, Sylvain et Karl pourront confirmer, on s'est dit on va passer une super saison, c'est le réveil, ça y est. Et non, malheureusement, voilà, on est là, c'est pour en chier, et il nous reste, on est déjà, presque un tiers du championnat, et ça se passe pas si bien que ça. D'ailleurs, ça s'est pas si bien passé que ça ce week-end, vous le savez, il y a eu cette élimination contre Rodez, et on va la débriefer tout de suite. Active Synthé Night Club, le débrief. Le chat, je vous fais confiance pour vous refaire remonter tout ce que vous avez pensé de ce triste match contre Rodez. Messieurs, je vais vous demander, Chap, je vais déjà demander, mais Sylvain, quel est ton sentiment par rapport à ce match? Qu'est-ce que toi tu en as pensé? Une équipe un peu à deux visages sur les demi-temps. Oui, une équipe à deux visages, une équipe apathique, une équipe sans vie, une équipe, je dirais même sans âme. J'ai trouvé qu'on était très stérile, très linéaire dans le jeu. Et voilà, on a vécu un match d'une très très faible intensité face à une très très faible équipe. Mais force est de constater qu'on n'est pas spécialement meilleur qu'eux puisqu'ils ont réussi à nous éliminer. Et moi, ma plus grande déception, c'est qu'il devait y avoir une fête de la Loire au 8e tour, soit contre Savigneux, soit contre le Saint-Genès. Et malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, faute à notre AS Saint-Étienne et non au Petit Pousset. Je suis sincèrement triste pour ces garçons-là parce que j'imagine pour eux le rêve. Les présidents avaient déjà acté que le match se jouerait à Geoffroy Guichard et j'imagine juste le rêve pour eux de vivre ce moment-là dans leur carrière de footballeur amateur. Ça aurait été exceptionnel, même si c'est un tout petit Saint-Étienne qui est maintenant en Ligue 2. Ça aurait été formidable pour eux et malheureusement ils n'auront pas la chance de vivre ça. C'est clair. Mais au moins, les amateurs de l'AS Saint-Etienne, eux, ont réalisé leur rêve en disputant ce 7e tour de Coupe de France. Sylvain, t'en penses quoi de cette élimination? T'en attendais quand même quelque chose de cette Coupe de France? Tu le voyais un peu comme une bouffée d'oxygène? Bah, c'est vrai qu'après la victoire à Amiens, on a forcément de l'optimisme. On se dit que voilà, l'équipe a retrouvé une certaine solidité défensive. On espère en étant à domicile, passer ce tour-là. J'ai l'impression qu'on avale les couleuvres de semaine en semaine et pour autant, la donne ne change pas. On finit toujours par être déçu. C'est triste. C'est triste parce qu'on n'a plus grand-chose pour vibrer avec cette équipe et les semaines passent et ça devient sincèrement désolant. Est-ce que Chap, toi, tu étais monté dans le train Saint-Etienne Coupe d'Europe grâce à la Coupe de France? Oula, non. Non. Bah, on n'était pas beaucoup dans ce train. Ah non, mais moi, en fait, vu l'état de Saint-Étienne de manière générale en championnat, la Coupe de France, je suis presque heureux qu'ils la sortent, qu'ils la fassent pas aussi longtemps, quoi. Genre, Ouais. vraiment, au début, je pensais pas ça possible, mais je m'inquiète vraiment pour la relégation cette année, quoi. C'est clair. L'année dernière, pareil, j'y croyais pas du tout à la relégation. Finalement, ça nous tombe dessus quand on s'y attend le moins. Puisque pareil, tu sais, l'année dernière, jusqu'au bout du bout, jusqu'au dernier penalty, j'y ai cru, quoi. Donc, non, maintenant j'ai appris. Maintenant, pour moi, le focus, c'est le championnat. Et les coupes nationales, Ouais. c'est presque quelque chose qui t'empêche d'avoir le repos nécessaire pour jouer en championnat, quoi. Ouais, c'est clair, même si le repos, il va y en avoir avec cette Coupe du Monde qui arrive au milieu de la saison. Mais oui, on était un peu tous pleins d'espoir sur le début de saison. Et c'est vrai que ça s'est la tendance s'est un petit peu inversée, voire beaucoup. Karl, le chat, est-ce qu'il est déçu, bien sûr, de ce match?
Oui, oui, il y a un sentiment de déception, mais il y a aussi une question d'habitude. En fait, on commence à avoir l'habitude d'être déçu avec cette équipe-là. Je On nous dit aucune envie, aucune motivation, des cadres absents, des recrues pas au niveau, etc. C'est pour Boubou. Taya qui a peut-être un peu d'optimisme et qui dit on a un gardien et une défense qui tient la route. Non. Lazy qui nous dit il y a eu quand même l'entraide de Moefek et de Saban qui ont été incroyables. Sinon, il y a Chef et Sébastien qui nous dit il y avait du bon partout, sauf en attaque malheureusement. La première mi-temps a été très nulle, c'était insipide au possible. La deuxième, légèrement mieux. Hervé, qu'on salue, qui nous dit moi, j'en ai rien à foutre d'eux, je suis triste pour moi-même. Se faire taper par les Aveyronnais, la honte, hein, Hervé. Mais voilà, mais c'est juste aussi, je rappelle juste que c'était le retour de la Coupe de France à Geoffroy Guichard après 2 saisons où on avait joué qu'à l'extérieur et on retrouvait les 2 COP, enfin surtout le COP Sud qui réouvrait. Et proposer ce spectacle-là, c'est un peu. C'est pas à la hauteur du public que Saint-Éa, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai, ce match était quand même un match de Coupe de France, qui fait qu'on a été éliminé sans perdre, mais sans gagner non plus, puisque à la fin du temps réglementaire, il y avait 0-0. Sylvain, est-ce qu'il y a quand même des motifs de satisfaction? Parce que je pense qu'on va beaucoup insister sur les points négatifs de ce match, mais il y a quand même des points de satisfaction, notamment défensivement, on a été plutôt solide, on a très peu concédé d'occasion. Tout à fait, je dirais même qu'on n'a pas concédé d'occasion. On a joué face à une équipe extrêmement faible, hein. Moi, je mets plutôt ça sur le compte du fait que nos adversaires ont été carrément inoffensifs et nous rendaient régulièrement le ballon. Maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est de voir que malgré la possession du ballon, malgré la domination, c'est totalement stérile. On est en difficulté pour contourner un bloc qui est bas, qui est compact et qui tend à bien défendre. Voilà, pour répondre à ta question, dans les motifs de satisfaction, il y a quand même l'entrée de Moefek qui a été intéressante. Voilà, il a apporté un peu de panache, un peu de jus et de comment dire, de créativité Ouais. dans ce milieu de terrain. Alors, comme très souvent, quand Moefek fait des choses, c'est jamais tout parfait, c'est quelquefois un peu forcé, un peu laborieux, Ouais. mais pour autant, il a le mérite d'essayer des choses, il a le mérite de vouloir créer des nouvelles choses, de vouloir déséquilibrer le bloc adverse, alors que beaucoup de ses coéquipiers du milieu de terrain ne sont que des joueurs de je contrôle le ballon, je passe, je contrôle le ballon, je passe. Moi, j'aime bien cette capacité qu'il a, balle au pied, à vouloir essayer de créer le désordre dans la défense adverse, et c'est des profils qui nous manquent terriblement. J'ai également bien aimé l'entrée de Mathis Saban. Bon, c'est un secret pour personne. Tu l'aimes bien? J'aime beaucoup ce joueur de par Ouais. son profil. C'est un joueur percutant, c'est un joueur capable de dribbler. Voilà, j'ai trouvé que son entrée avait été intéressante et que je pense qu'il a gagné un peu de crédit pour être amené à être revu. Voilà. Je vais te poser, Chap, aussi la question qui fâche. Est-ce que tu as eu des motifs de satisfaction dans ce match? Ouais, bah, comme vient de le dire, c'est Karl qui parlait, c'est ça? C'est Sylvain qui parle. Sylvain, pardon. Comme le disait Sylvain, ouais, l'entrée de Moffett, j'ai trouvé ça intéressant. On sent que bah, c'est un joueur qui a été mis sur le côté et qu'il profite des opportunités qu'il a pour se montrer. Il se donne à fond. Je pense que, ouais, bon, malheureusement, offensivement, c'était vraiment, vraiment faible. Je pense que le manque de Crasso se fait vraiment ressentir. Parce que c'est un des seuls qui est capable de mettre le pied sur le ballon et puis d'organiser le jeu quoi, à l'avant. Donc, à part l'entrée de Mouefek, j'ai pas vraiment. Si, c'est vrai que, bon, voilà, défensivement, il n'y a pas eu d'énormément d'occasions, mais après, voilà, c'était pas le PSG en face non plus, quoi. Non. Mais non, franchement, à part l'entrée de Mouefek, pas grand chose à en dire positivement, quoi. Non, mais c'est bien. On voit que t'es du métier, Et Chap. moi, Tu m'as fait une transition incroyable pour le prochain sujet sur Crasso. C'est incroyable. Vas-y, Sylvain. non, moi j'allais dire, moi ce qui me chagrine le plus, c'est qu'en fait, la rencontre s'est passée exactement comme nos adversaires l'espéraient. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but, on va jusqu'à la séance de penalty et on se fait sortir à la séance de penalty. Et je suis convaincu que l'équipe et Laurent Batles savaient, avant même que le match commence, que leurs adversaires venaient pour ça, hein. Oui. Bon, Je rappelle oui. qu'en face, il y C'était avait quand même prévisible. 7 absences. Ouais, il y Hmm. avait quand même 7 absences en face. Ils avaient 3 défenseurs de métier qui étaient présents dans la liste, dans leur groupe avec, je crois, 3 ou 4 défenseurs importants de leur effectif qui étaient absents, donc ils viennent à Geoffroy Guichard. Faut être honnête, pour eux, c'était le pire tirage possible. Ils pouvaient pas espérer pire tirage.
Voilà. Donc ils se sont dit quoi? Bah on va faire le dos rond, on espère ne pas prendre de but, puis on les amène au penalty, puis avec un peu de chance on les sort au penalty. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et c'est super frustrant parce qu'on se dit Hmm. le scénario a été écrit d'avance et pour autant on n'a pas réussi à conjurer le sort. Mais là, c'est intéressant ce que tu dis, Sylvain, parce que ça veut dire que vraiment, ils arrivent diminués, voire vraiment restreints au niveau de l'effectif et des possibilités de jeu. Et malgré tout, on n'arrive pas à faire déjouer ce bloc. Et on déjoue surtout offensivement. Et on va faire la transition tout de suite. L'animation offensive, Sylvain, je sais pas ce que tu en as pensé, mais on va tirer peut-être sur Wadji, on va tirer peut-être sur Pintor, on va tirer sur pas mal de monde devant, mais on n'a jamais su se mettre en véritable position de marquer. Quoi. Ben, le véritable problème, c'est qu'en fait, on a des joueurs qu'on n'utilise pas sur leur qualité. Et oui. Donc forcément, à partir de là, l'animation offensive, elle est stérile, elle est pas bonne. Un garçon comme Wadji, alors il est ce qu'il est, hein, qu'on soit bien d'accord, mais dans un certain registre, il va être intéressant. Il va être intéressant dans un registre de profondeur, Ouais. dans un registre où il est trouvé dans la direction du but et non dos au but. Ouais. Or, quand Crasso est absent, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun relais entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est vrai. C'est simple. Chambost, et Chambost était pas dans un bon jour samedi. Si Chambost n'est pas dans un bon jour pour faire cette transition, il n'y a pas de relais entre le milieu et l'attaque. Donc quand bien même tu trouves Wadji, vous avez vu le nombre de fois où on trouve Wadji dans la profondeur et combien il est esselé. Il attend que du monde arrive l'aider pour venir créer du surnombre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être dangereux dans ces situations-là. Moi, je trouve que les garçons offensivement sont condamnés à l'exploit. Et c'est malheureux parce que ça ne fonctionne pas. Et autant l'animation offensive et la capacité à marquer des buts à tous les matchs étaient vraiment intéressantes jusqu'à l'expulsion de Crasso, les 3 derniers matchs, ça a été vraiment, mais vraiment compliqué, hein. Je l'affiche brièvement à l'écran. On le voit sur ce graphique. Wadji, c'est seulement 31 ballons joués. C'est 3 de plus seulement que Dreyer. Et on voit que les joueurs qui ont touché le plus le ballon, c'est Giraudon et Petro. Ce qui prouve que voilà, on n'a pas su construire notre jeu, du moins jusque dans le milieu de terrain adverse. Karl, le chat est-il convaincu par certains joueurs ou certains aspects de jeu sur le point positif? Oui, ça parle de Moefek. Alors après, il y en a qui sont un peu, qui ont un peu encore des doutes sur Moefek. Avec Kato qui nous dit Moefek, ça va pas un peu tout droit. Moefek, après Patrice qui dit par contre Moefek a percuté, mais il était bien seul. Moefek transperce des lignes, mais après on dirait qu'il ne sait pas trop quoi faire avec le ballon dès qu'il s'approche du but. Et après, sinon, ça parle des supporters et des ultras qui ont encore été présents dans ce match-là. Et sinon, au niveau attaque, il y a Wadji, Sprinter, c'est son seul talent. Ça va être un peu ce qui va revenir toute la soirée. Il y a Patrice qui nous dit à Rodez aussi, il y avait beaucoup d'absents. Il manquait 5 titulaires, la moitié de la défense centrale. Pintor, c'est une boucherie. Chambaud, son match moyen, je ne vais pas dire des grossièretés. Wadji trop seul devant, il a fait des appels, mais personne pour lui donner les ballons. Ça revient un peu sur ce que vous disiez. J'ai bien aimé l'entrée de Saban. Il ose dribbler et sa tête était une de nos meilleures occasions. On a un seul attaquant potable, c'est Crasso. Il manque un attaquant costaud devant, ça sera peut-être l'objet du mercato. Ouais. Il faut mettre Lobry au milieu offensif à la place de Chambaud et mettre Moefek en 8. Ça, c'est Playzik qui propose ça. Ouais, Voilà. alors, le problème de là, c'est que Moefek, Sylvain nous l'a déjà dit plusieurs fois cette année, c'est que Moefek, c'est viable si les blessures le laissent tranquille. Et malheureusement, depuis le début de sa carrière, malheureusement pour lui, c'est pas gagné. Chap, tu m'as fait tout à l'heure une passe décisive incroyable, dont ton club formateur serait envieux. Jean-Philippe Crasso, tu as parlé d'une certaine Jean-Philippe Crasso dépendance. Est-ce que toi, tu aurais misé sur Jean-Philippe Crasso en début de saison comme le meilleur atout offensif de l'AS Saint-Etienne? Non, mais de toute façon, je pense que pour les gens qui n'ont pas regardé les matchs d'Ajaccio l'année dernière, c'est très très dur de miser sur lui parce que le peu d'apparitions qu'il avait fait avec sous Puel, je crois que Ouais. c'était à l'époque, c'était pas glorieux quoi. Donc oui, c'est sûr que quand t'alignais, quand tu faisais la liste des attaquants potentiels de la SSE cette année, tu voyais Crasso. Bah Crasso, tu t'attendais clairement pas à ce que ce soit l'atout principal, mais c'est vrai que rapidement quand tu le vois jouer,
Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un mec qui fonctionne énormément à la confiance. Ouais. Il est très posé dans son jeu et vraiment, j'ai l'impression que quand il a confiance en lui, j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui est là et qui joue avec la division en dessous, tu vois, en face de lui. Et C'est ça. si il est confiant en lui et que il sait que voilà, il est plus fort que les mecs en face et qu'il peut leur mettre la misère, et il n'hésite pas à le faire, il n'hésite pas à dribbler. Et je pense que c'est bien d'avoir un mec comme ça. Après, le problème, c'est que bah, c'est quand il a peut-être pas la confiance qu'il avait, typiquement après les matchs contre Bastia et tout, il a plus le réalisme, plus l'impact aussi qu'il avait à cette période-là, quoi. C'est clair, ça, Sylvain, Crasso, vraiment, il a raison, Chap là-dessus. Il y a des matchs où on a l'impression qu'il joue contre des U15. Ouais. Et il y a des fois où on a l'impression que c'est lui le U15, selon le match, s'il a décidé de jouer ou pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur comme ça qui décide. On a l'impression qu'il décide quand est-ce qu'il veut jouer, Sylvain. Je sais pas s'il décide quand est-ce qu'il va jouer, en tout cas, c'est certain que lui, il est capable de changer des choses au cours du match. C'est-à-dire que lui, de par son talent, il peut inscrire des buts, il peut faire le dribble qui va faire la différence pour en faire marquer quelqu'un, il est l'élément déclencheur. Et moi, ce qui me dérange dans cette équipe de la S Saint-Etienne, c'est que on manque trop d'éléments déclencheurs. Et, Ouais. et j'irais même plus loin, je dirais que on a des joueurs qui sont trop scolaires, qui manquent de personnalité, qui manquent d'initiative pour pouvoir créer des choses. Et Grasso est l'un des seuls capables de faire ça. Alors, certes, qu'on soit bien d'accord, il a du déchet dans ce qu'il fait, mais au moins, il a le mérite de le faire. Et le déchet n'est pas systématique, puisqu'il compte actuellement 8 buts, 3 passes décisives et 2 pénaltys obtenus match. En termes de statistiques, c'est quand même très 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 costaud. Voilà. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'aujourd'hui, c'est véritablement le seul joueur de talent de cet effectif. Offensivement, je parle parce que pour moi, avoir du talent offensif, c'est être capable de créer des choses. C'est être capable de faire des différences, de marquer des buts, de faire marquer des buts. Et aujourd'hui, je m'interroge sur les joueurs offensifs de qui sont réellement capables de ça, Tu hormis penses, Crasso. tu penses, Sylvain, tous ces rouages qui commençaient à se mettre en place quand. Chap a parlé tout à l'heure du match contre Bastia, mais tous ces rouages qui commençaient à se mettre en place autour de Crasso, on pensait que malgré son absence, ils allaient pouvoir continuer de tourner à minima. Tu penses qu'il y a une vraie dépendance pour faire briller des joueurs de ballon comme Chambaud ou même des joueurs de profondeur comme Wadji? Il y a vraiment besoin d'avoir Crasso entre les deux pour emboîter tout ça? Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte combien la présence de Crasso a un impact sur le comportement des défenses adverses. C'est-à-dire que il est clair que les équipes qui nous jouent savent que à partir du moment où Crasso est laissé seul et capable de prendre de la vitesse balle au pied, ça peut devenir dangereux. Hmm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a des défenses qui peuvent travailler sur une défense à deux sur lui, c'est-à-dire un joueur qui le prend plus un joueur en couverture. Et par ce biais-là, ça libère de la place ailleurs. Ouais. Ça libère de la place peut-être à Chambost, ça libère peut-être de la place à Wadji, ça libère peut-être même de la place sur les joueurs de piston. Pintor, euh, Masson, là dernièrement c'est Namri qui a joué. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, la présence de Crasso est essentielle dans cet effectif. Parce que les équipes adverses ont clairement compris que C'est clair. si elles C'est un arrivent couple à lien. monopoliser Crasso, Hmm. une grande partie du problème est résolue. C'est clair. Et ça coïncide, hein, Chambos qui commence un peu à déjouer depuis que Crasso est sorti du 11. Donc voilà, c'est peut-être un lien de cause à effet là-dessus. Karl, est-ce que le chat croit à cette Crasso-dépendance? Oui, 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 on nous dit, imaginez si Crasso part cet hiver, on fait quoi? C'est David qui pose la question. Véritablement, Envers qui nous dit, attention avec Crasso, je l'ai trouvé très nonchalant face à Grenoble. Crasso, on dirait, c'est Messi, il faut pas déconner, Saint-Etienne va très mal. Crasso ou un autre, on serait nul tout le temps. Ça, c'est Joss TV, c'est pas Joss. Non, c'est pas Joss. Il y a véritablement Envers qui nous rappelle, et c'est important, c'est une donnée à prendre en compte, que Crasso n'est pas prolongé. Et donc, comme il est en fin de contrat à la fin de la saison, il peut s'engager où il veut à partir de janvier. Donc, C'est vrai. dans 2 mois, c'est pas à négliger. Boubou qui le généralise un peu plus et qui dit on a l'impression qu'il n'y a pas de plan de jeu précis. J'avais confiance en Batles, mais j'ai l'impression qu'il est un peu déjà dépassé. Sylvain a raison, ça manque de folie. Il n'ose pas dans la tête, c'est faible pour El Cato. Vous vous rendez compte qu'il faut compter sur Crasso, c'est hallucinant.
David qui nous dit tic et tac, moi non plus, j'en peux plus, c'est les présidents, j'imagine. Mais j'espère aussi que Koussoukas va partir après cette élimination, c'est notre chat noir. On le verra Crasso dès lundi prochain contre Metz, mais on en parlera plus tard dans l'émission. Oui. Victoire obligatoire, ça suffit. Et voilà. Ouais, donc quand même un peu de besoin de Crasso dans le chat et c'est compréhensible. On a parlé de ce qui allait bien dans ce match parce qu'il fallait quand même dire des points positifs. Sinon, ça sert à rien de faire une émission si on dit que du négatif tout le temps. Mais il y a eu du négatif, évidemment, sinon on ne serait pas éliminé. Je vais laisser Sylvain parler en premier, comme ça Chap qui a vu que la deuxième mi-temps au pire pourra rebondir dessus. Sylvain, je sens que dans les négatifs tu vas nous parler de Pintor comme beaucoup sur les réseaux ou pas? Bah, j'ai même pas envie De tirer sur l'ambulance. de tirer sur un seul mec. Je trouve que la première mi-temps est absolument inadaptée à un match de Ligue 2 en termes d'intensité, en termes de qualité technique, en termes de qualité physique C'est clair. et même en termes de spectacle globalement. Il y a 17 000 personnes dans les tribunes et d'ailleurs je les salue, ils ont été une nouvelle fois exemplaires. Oui. Il y a 17 000 personnes dans les tribunes et tu assistes à un match de ce niveau-là. Ouais. Honnêtement, en termes d'intensité, je suis pas sûr qu'on dépasse un match de National 3. Donc, première chose qui pour moi a été un flop, c'est l'intensité. Deuxième chose, c'est le manque d'idées globales qu'on a dans cet effectif. Je m'entends et je me répète un petit peu, mais on ne s'est pas tant créé d'occasions que ça. Si on prend du recul sur ce match, combien d'occasions franches on a eu? On n'en a pas eu tant que ça finalement. Et C'est clair. force est de constater que on est inoffensif. On est inoffensif quand bien même on a le ballon, quand bien même on a une équipe qui est dans une situation de bloc bas, qui accepte notre domination, qui accepte le fait de nous laisser la possession. On est inoffensif. Donc en fait, moi, ce qui me chagrine, un, on n'a aucune intensité dans notre jeu. Deux, on est inoffensif. Et trois, on est tellement scolaire, on est tellement lisible, on est tellement prévisible dans tout ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs, si tu les regardes à la vidéo deux trois matchs et tu joues contre eux, tu sais très bien ce qu'ils vont faire en fait chez nous. Parce qu'ils sont absolument d'aucune surprise, d'aucune Ouais. inventivité. Et moi, ça me déçoit parce que, parce qu'en fait, on est en train de nous parler d'un projet sur 2 ans. Ouais, vous verrez, on travaille sur 2 ans. Cette année, ce sera trop dur, machin, nanana. Moi, je m'interroge vraiment de qu'est-ce qu'on construit cette année pour que ça se passe super bien l'année prochaine. Sincèrement, je me pose la question. Qu'est-ce qui fera que l'année prochaine, tout d'un coup, on jouera le haut de tableau? Certes, les productions sont assez intéressantes, mais on manque trop de talent, on manque trop de talent offensif. Ouais. Et pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. C'est aussi simple que ça. C'est... Ah mais ça Ouais. c'est simple, mais je pense qu'on l'a oublié depuis un petit moment à Saint-Étienne, qu'il fallait marquer des buts de temps en temps. On a eu du négatif. Je vois quelques gens dans le chat qui en parlent. On a la confirmation quand même, Sylvain, de Dreyer, qui et que moi je trouve en tout cas un peu plus rassurant que Green peut l'être en ce moment. C'est sûr. C'est sûr. Pas que C'est sur, sûr. pas que sur Enfin, le, pas que sur le enfin, je veux penalty, dire, hein, je veux dire sur la globalité en tout cas. enfin, Dreyer, si tu enlèves son match à Guingamp où il est passé à côté, Ouais, c'est pas mal. son bilan est positif. Voilà, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait pas enterrer Green après son deuxième carton rouge à Pau et de lui laisser encore le temps de revenir et de s'exprimer. Force est de constater que ça ne marche pas. Force est de constater qu'il faut pas s'obstiner dans cette direction-là. Ça va pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, Dreyer, il a rien eu à faire. Il a sorti un penalty. Voilà, les penalties, c'est toujours quelque chose où les gardiens sont condamnés à l'exploit. Je rappelle que dans les statistiques, 3 fois sur 4 ça fait but un penalty. Donc voilà, Dreyer, rien à dire, rien à dire. Belle stat, non mais c'est important de le rappeler. Chap, si tu as un flop qui n'a pas été dit sur le match, je te laisse le donner, et après on reviendra sur le débat de Ria Green si tu veux. Oh, qui a pas été dit, je pense qu'on a pas mal dit. Ouais. Moi, un flop depuis le début de la saison, je trouve que Pintor, il est genre, enfin, il est mauvais quoi. Il est- Enfin,
Il est suspect, je te Ouais, l'accorde. il est un peu suspect, quoi. Il est infiltré, Vraiment, j'ai l'impression. c'est ça, j'ai vraiment l'impression que il est arrivé là par hasard et je sais pas, je comprends pas trop à chaque fois. J'imagine qu'on a vraiment personne d'autre pour mettre à la place, mais je le trouve vraiment pas bon, quoi. Ouais. Donc, ouais, je sais pas. Quand, Pour quand il est moi, arrivé, il y en a Hunter, beaucoup qui flop, l'ont. Quand il est arrivé, il y en a flop beaucoup qui depuis l'ont longtemps. comparé. Il y en a beaucoup qui l'ont comparé à Nordin, mais je vous jure qu'à Ah l'instant T, non. je préfère Nordin que Pintor, et ça me Mais fait mal Nordin, de le dire. Mais Nordin, il s'est dribblé et tout, hein, quand même. Pintor. Bah, Nordin, il a 2 pieds. Ouais. Il a des 2 pieds. Pintor, il en a aucun des deux. C'est ça qui est plus compliqué. Ouais. Non, c'est vraiment inquiétant. Et du coup, sur le débat Dreyer-Green, c'est un truc qui revient depuis le début de la saison. Toi, tu as un avis là-dessus? Bah, au début, bah, j'ai une petite propagande au début, tu sais, de la saison pour Green sur Twitter. Moi, je trouve que Green, de base, il a été quand même propulsé très haut, très très vite. Et pour moi, il Ouais. s'est un peu brûlé les ailes parce que, ok, bon, t'as toute l'histoire de Etienne Green, 42 Saint-Etienne, Oui, c'est rigolo. mais c'est rigolo. Mais le problème, c'est que le mec a pas une grosse XP. Il a été balancé là très très rapidement. Et au final, bah, on se rend compte que bah, c'est pas le gardien qu'on attendait. Euh, pour moi, Dreyer, c'est sûr que le peu de fois qu'on l'a vu, au moins en Ouais. action, peut-être pas sur le dernier match, mais de manière générale, je trouve qu'il est quand même plus rassurant, au moins sur ses sorties. Son jeu au pied, bon, ça reste correct, mais je trouve que principalement sur les sorties et tout, je trouve qu'il est beaucoup plus sécurisant pour la défense que Green. Donc non, pour moi c'est Dreyer, au moins pour l'instant. Après, Faute de évidemment, mieux. ouais, c'est ça, faute de mieux, la marge de progression de Green, je pense qu'elle est quand même pas mal et ça reste quand même aussi un bon asset pour les Saint-Etienne parce que c'est un jeune joueur qui aura sans doute une bonne valeur. Mais pour moi, actuellement, s'il faut des points, c'est Dreyer qu'il faut mettre, quoi. Et toi, Chap, tu penses pas que tout justement parce que moi j'ai l'impression qu'il en joue aussi, Étienne Green, tout ce Green, je suis né à Saint-Étienne, je prends le numéro 42, tout ça. Ouais. Il en fait peut-être pas trop des caisses qui au final lui desservent au fur et à mesure. Moi, je sais pas si ça le dessert fondamentalement auprès des gens. Je pense que il a le capital sympathie, tu vois, de toute l'histoire qui va avec lui. Et puis c'est un jeune, il a l'air d'être sympa et tout. Pour moi, je suis pas sûr que ça le dessert. Pour moi, je pense que ce qui le dessert le plus, c'est ses performances, quoi. Euh, c'est pour l'instant, depuis le début de la saison, je sais pas s'il a fait beaucoup de bons matchs, quoi. Ouais. Euh, Mais de même Moi, je depuis. garde en tête le premier. Je garde en tête Ouais. le premier contre Dijon où mm, il a fait quelques très bons arrêts où ouais. on a vraiment pris l'eau. Et derrière, j'avoue que je vois pas. Je vois Mm. pas. Bah, depuis qu'il a Là, choisi la nationalité anglaise, c'est une ouais. catastrophe. Comme quoi. Non, mais il nous a coûté vraiment beaucoup de points, quoi. Ouais. Il a pris 2 cartons rouges, c'est ça? Ouais, Un ouais, ou Ça. deux? Ah, 2 cartons rouges quand même depuis le début de la saison. Franchement, il nous a coûté vraiment beaucoup de points, quoi. c'est ça. Donc, Bah, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on mesure un gardien en nombre de points qu'il nous rapporte, mais ça marche aussi par le nombre de points qu'ils nous font perdre. ouais. Et Ah, la, ba- c'est une somme, hein, c'est une somme. ouais, la balance est négative. Karl, on parle depuis un petit moment sur ces sujets-là. Est-ce que le chat a un avis différent ou vient confirmer de tout ce qu'on raconte? Bah déjà pour les flops, et après je partirai sur Green, enfin ça va être un peu tout mélangé, je pense. Mais Ouais, vas-y, pour vas-y. les tout sauf Lobry et Dreyer vont être partis du bon côté à tous les pénaltys. C'est vrai, ça a noté, c'est C'est David vrai. qui dit ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer de se maintenir en Ligue 2. Je pense que ça a réagi au propos de Sylvain sur, Ouais. où va le projet en fait. L'année prochaine, l'équipe sera encore plus faible pour Godorik. C'est un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. Jos qui nous dit Dreyer le seul au niveau. Dans les flops, une majorité de l'équipe est concernée car notre jeu est tellement prévisible que les adversaires n'ont vraiment pas trop de soucis pour faire un résultat contre nous. Dreyer rassure sa défense, c'est flagrant. En top, Dreyer. Arrêtez ce 3-5-2 qui m'insupporte. Lenny Pintor en flop, évidemment, il revient de partout. Et sinon, je voulais vous sortir une statistique. Vas-y. C'est sorti dans le Progrès ce soir, qui sort un article sur les gardiens. Et il faut quand même remonter au 3 janvier 2016 pour voir Saint-Etienne gagner une séance de tir au but. C'était en Coupe de France contre Traon-l'Étape, on s'en souvient, avec Ruffier. Et depuis, on a perdu contre Strasbourg en 2017, contre Troyes en 2019, contre Nîmes en 2018, contre Auxerre et contre Rodez. Donc ça commence à dater et ça fait un peu mal cette stat. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Non, c'est vrai. C'est vrai. Surtout qu'on sera en l'étape, quoi. Contrairement à l'étape, et on se souvient de la polémique de Ruffier qui est
aurait dit au joueur de Roland l'étape oui. tu me regarderas jeudi en Coupe d'Europe. Et depuis, nous n'avons jamais regoûté à la Coupe d'Europe. Donc merci pour le karma. Mais pour ce week-end, en tout cas, on n'est pas revenu sur la séance de tir au but, mais que ce soit Wadji et Lobry, la frappe est... Comment dire un peu molle du genou. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, Sylvain, mais c'est vraiment très mal frappé. Alors, moi je suis de cette équipe qui dit souvent qu'un penalty, il est pas dépendant de la qualité de la frappe, mais il est dépendant de la capacité à passer la ligne ou non. C'est-à-dire que quand tu vois les Oui. penaltys qui sont tirés par Crasso, c'est des frappes mot du genou, comme tu dis. Hein? C'est des frappes qui sont jamais fortes, qui sont Ouais. juste, il attend de voir où le gardien va partir pour la mettre du côté opposé. Et je considère que c'est un très bon tireur de penalty, notre ami Crasso, parce qu'il force pas, mais il marque toujours en fait, parce il a cette capacité Ouais. à lire ce que le gardien va faire pour pouvoir faire l'inverse. Voilà. L'Aubry, je suis peiné que ça soit lui qui rate, parce que je trouve que dans ce Il fait un début bon de match. saison, En plus. ouais, je sais pas s'il fait un bon match. Il fait une bonne dernière demi-heure. Après, il était stérile la première heure quand même, mais il fait une bonne dernière demi-heure et ça me fait de la peine que ce soit lui qui rate Oui. parce que dans cette saison qui est compliquée, il essaye quand même toujours de surnager et de se démener et de faire des efforts. Voilà, après Wadji, c'est le syndrome de l'attaquant qui est totalement manque de confiance, qui fait un Grave. penalty hyper lisible et qui voilà quoi. Et puis Dreyer part deux fois du bon côté, touche deux fois le ballon mais n'arrive pas à l'empêcher de passer la ligne. Voilà, c'est ça la différence et en ce moment ça tourne pas dans notre sens. Karl qui me corrige dans le chat, oui, évidemment, on a regoûté à la Coupe d'Europe après, avec le fameux match de Silva, qui marque dans les deux camps, lors du même match, et ça, c'était beau. Messieurs, on en a fini avec ce match, je pense qu'on a à peu près balayé la pauvre copie que nos joueurs ont rendue. Sylvain, tu vas avoir du temps pour toi, parce qu'on n'en a pas parlé exprès pendant le débrief, mais tu voulais revenir, on le sait, Green Prospect, c'est avant tout les jeunes joueurs de la SS, et tu voulais revenir sur une entrée qui a été remarquée, celle de Mathis Saban, et je te laisse la main. Oui. Alors, l'entrée de Mathis Saban. Donc, il faut savoir que Mathis Saban, c'est un joueur né en 2002, donc qui a fait ou qui va faire 20 ans cette année. C'est un joueur qui avait connu 3 matchs de Ligue 1 sous Puel, donc qui avait déjà connu le monde professionnel, et qui a connu donc son quatrième match contre Rodez là ce samedi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais déjà il y a un mois en arrière évoqué la possibilité de voir Saban intégrer le groupe professionnel à terme. Pourquoi? Parce que je considère que dans, justement, comme je disais, ce visage offensif, on a une stérilité et une lisibilité qui est grande. On a très peu de joueurs qui sont capables de faire des différences dans les 1 contre 1. On a très peu de joueurs qui sont capables de créer le bazar en fait dans la défense adverse, de par leur dribble, de par leur course, de par leurs idées de jeu, tout ça. Et pour moi, Saban, c'est un joueur qui est capable de faire des choses de la sorte. Je m'explique. Je ne suis pas en train de vous dire que Mathis Saban doit commencer tous les matchs de Ligue 2, que c'est un joueur qui a largement le niveau Ligue 2, il doit être un titulaire indiscutable en Ligue 2. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis actuellement en train de vous dire, c'est que pour moi, un joueur de la sorte dans un rôle de super sub pour jouer une demi-heure, 20 minutes en fin de match et de venir faire péter des verrous contre des blocs bas qui sont fermés, qui nous attendent, qui espèrent nous contrer, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un joueur qui a des fulgurances. Et on en a très peu dans cet effectif qui ont des fulgurances, excepté Crasso, comme on l'évoquait tout à l'heure. Personne a des fulgurances. Et on a dans ces rôles de piston, que ce soit à droite ou à gauche, des joueurs qui sont en incapacité totale de dribbler un joueur. C'est un fait. Je ne vais pas citer les noms des joueurs qui jouent piston, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais quels qu'ils soient, ce ne sont pas des joueurs qui sont en mesure d'aller chercher le latéral opposé, de l'éliminer, de rentrer dans la surface et de créer quelque chose.
Donc voilà, par ce biais-là, moi je souligne l'entrée de Saban qui a failli marquer à la 94e de la tête, qui aurait dû à mon sens obtenir un penalty sur son accélération à 5 minutes de la fin où il dépose littéralement son défenseur. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il a amené de la percussion, il a amené de la vie, il a amené de la créativité dans un match d'une intensité et d'une stérilité affligeante. C'est vrai. Je pense que le chat sera de ton avis. Je vous attends à réagir, bien évidemment, là-dessus sur Mathis Saban. Est-ce que Sylvain, pour toi, c'est déjà un joueur. Tu situerais où son niveau intrinsèque à l'instant T et son potentiel? Tu situerais ça sur de la Ligue 2 actuellement ou peut-être NAS? Je pense que c'est difficile de le considérer comme un joueur de Ligue 2 déjà, puisque en termes d'intensité, je pense qu'il a encore une certaine marge. Il doit progresser, il doit se remplir dans la répétition des efforts, notamment des efforts contre-efforts, je dirais, c'est-à-dire les efforts dans l'autre sens, ceux qui incitent à défendre. C'est un joueur plus offensif que défensif, donc forcément, il fera plus facilement les efforts pour aller éliminer, pour aller créer des choses que pour faire le retour défensif. Et dans un rôle de Ouais. piston, il est nécessaire d'avoir des joueurs qui soient capables de répéter les efforts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un joueur de fulgurance, mais c'est aussi un joueur qui est régulier durant un match. Il est capable, en 5 minutes, d'éliminer 3 mecs, de faire une passe décisive et de disparaître pendant 20 derrière. Donc voilà, c'est un garçon qu'il faut pas griller, c'est pas un garçon qu'il faut mettre à tout prix titulaire parce que voilà, mais je considère que c'est un garçon qui doit rentrer dans la rotation et qui peut amener une touche différente de par son profil que nous n'avons pas dans cet effectif, dans ce groupe. Euh, Chab, je vais tenter un parallèle qui vaudra ce qui vaudra. Que ça soit, parce que tu t'occupes aussi, tu fais partie de Solari, une boîte qui gère aussi une équipe e-sport. Ouais. Ce profil un peu de jeune à fort potentiel, tu penses qu'il y a vraiment toute une démarche et des étapes à pas griller pour faire exploser ça à haut niveau? Après, le parallèle est assez compliqué parce que Bien évidemment. sur League of Legends, sur le jeu que je m'occupe, il n'y a pas de remplaçant ou quoi que ce soit. C'est 5 joueurs, 5 joueurs, tu vois. Donc, Hmm. si tu mets un jeune et qui perd pas, moi, tu vas te taper un jeune qui perd pas toute l'année, quoi. Donc c'est compliqué, mais T'as déjà vu des jeunes se griller parce qu'ils étaient lancés trop tôt, peut-être aussi. ouais, oui, ça par contre, oui, complètement. Des jeunes qui surperfent en Div 3 et qu'on met directement en Div 1 et on se rend compte qu'en vrai, bah, ils surperfaient parce qu'ils étaient contre des mauvais joueurs Ouais. et que contre des bons joueurs, c'est pas la même chose. Oui, c'est déjà clairement arrivé. Donc, ouais, moi, je pense que ça existe complètement. Après, dans le foot, je, je pense pas que ça soit la même chose parce que, évidemment, bah, enfin, l'impact d'un joueur est forcément dilué quand t'as Oui, 11 bien sûr. joueurs dans une équipe. Donc, je pense pas que ça soit la même chose dans le foot, mais oui, clairement, sur les jeux que je m'occupe, oui, clairement, c'est autre chose. Ouais. Et puis voilà. Après, on vante. C'est vrai que ça fait quelques années où l'AS Saint-Etienne sort quand même des très bons talents. Mais qui dit bon centre de formation ce dernière année dit que chaque petite pépite, chaque nom qui sort, on en attend beaucoup. Mais tout le monde n'est pas Wesley Fofana ou William Saliba. Donc bon, ça va être à voir, en tout cas pour Saban. Il y a plein d'autres jeunes auxquels on pense, Yanis Léry, tout ça, où on attend toujours qu'ils montent le bout de leur nez en équipe 1. Karl, est-ce que le chat est optimiste sur l'avenir de Saban ou d'autres jeunes qu'on a pu citer? Bah, écoute, en tout cas, le chat a beaucoup aimé, mais comme souvent, la chronique de Sylvain, il y a Bien deux, trois sûr. questions qui lui remontent sur les jeunes, parce que bah, Green Prospect est connu pour ça. Ben analyse de Sylvain, comme toujours, pour véritablement. Saban, ça a l'air mieux qu'Otman quand même, pour Boubou, pardon. Tu nous donneras ton D'accord avis. avec lui. Oui, je D'accord pense. avec Ouais, moi, je Vas-y. pense que Hotman est un joueur qui profite d'un concours de circonstances actuellement. Ouais. C'est un joueur qui est entre Léry 2003 et Billet 2005. Hotman, c'est un 2004. À mon avis, les deux lui sont devant dans la hiérarchie, que ce soit Léry ou Billet. Pour Léry, il est blessé, il revient de blessure et il devrait plus trop tarder à pointer le bout de son nez, mais il n'est pas prêt encore à intégrer
le groupe. Et Billet, il est, comme on le sait tous, à la cave pour le moment suite à son coup de sang en équipe de France U18. Quoi qu'il en soit, pour moi, que ce soit Léry ou Billet, ils sont plus intéressants que lui en termes de à l'instant T. À l'instant T. Après, en termes de potentiel, je pense que sur les trois, Billet sera le plus fort des trois. Et après, voilà, ce qui s'est passé avec Billet, c'est un fait, mais quand je disais qu'on manquait de joueurs de, de caractère, de personnalité, des joueurs capables de changer des choses, alors c'est Ça, un pour le joueur, coup, il en a. Ouais. lui, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être un peu trop. Mais c'est aussi des joueurs, c'est aussi des joueurs qu'il faut être capable de canaliser, des joueurs qu'il faut être capable avec lesquels il faut trouver l'équilibre. Quand je pense au, alors je sais pas si ça deviendra un grand talent, mais je suis pas sûr que Zlatan Ibrahimovic il soit très simple à gérer. Je suis pas sûr que de nombreux joueurs soient très simples à gérer Ouais. quand ils sont tout en haut. Donc voilà, le caractère, ça fait aussi partie des choses. Oui. Et voilà, donc Billet reviendra, hein. Moi, je suis convaincu qu'il reviendra parce que le club en aura besoin. Et voilà, mais j'aimerais vraiment que tout ça pour conclure, que Othman, à mon avis, il profite d'un concours de circonstances. Il est C'est là que pour le moment, l'instant. la marche est trop haute pour lui. Je dis pas qu'à terme, elle sera pas trop haute, mais actuellement, à mon sens, elle est trop haute pour lui. Et puis, de toute façon, entre Saban et Léry et Billet, c'est pas les mêmes postes, déjà, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Saban, c'est plutôt un joueur de couloir, alors que les autres sont des joueurs axiaux. J'avoue qu'en tant que grand joueur de football manager, Yanis Léry, on en parle souvent avec Sylvain en off. Voilà, moi j'attends beaucoup de Yanis Léry, mais il tarde à se montrer en équipe 1. Karl, est-ce que tu avais d'autres choses peut-être sur le chat ou tu avais fini? Il y a David qui nous dit Saban est entrée très intéressante, mais attention à ne pas le griller. Céline qui nous dit Saban doit encore progresser, mais c'est normal, c'est un jeune. Véritablement, encore qui nous pose une question, quelle est la différence entre Eiki et Saban pour toi, Sylvain? On n'a pas cité Aiki aussi. Alors, Aiki, c'est un gaucher, Saban, c'est un droitier. Ils jouent tous les deux sur ce poste de d'ailier gauche. La différence, c'est qu'Aiki, c'est un 2005 et Saban, c'est un 2002. Donc, Oui, il y a 3 ils ans ont quand d'écart. même 3 ans d'écart. Saban, il a déjà 2 saisons de National 3 dans les pattes. Donc, il est plus aguerri du monde professionnel que Aiki. Ouais. Après, Aiki, c'est un joueur extrêmement talentueux qui, à mon sens, a un potentiel de dingue en termes de précocité et en termes de... Voilà, c'est un joueur qui, pour moi, va aller au haut niveau. En plus, il est d'une mentalité exemplaire. Il dit jamais rien, il travaille, il bosse, il fait pas de bruit. Aiki, c'est vraiment la classe. Voilà. Après, Saban, c'est un joueur de fulgurance, mais qui doit se remplir en termes de régularité. Si actuellement, Tu le comparerais à qui dans les anciens qui sont sortis il y a quelques années? Comment tu le décris? Je vois un Saint-Maximin, quelque chose comme ça. Bamba? qui ça, Saban? Ouais. Au niveau joueur fulgurant, qui peut débloquer un truc sur une action, les premiers noms qui me viennent, c'est Saint-Maximin et Bamba. Ouais, c'est difficile de Faire des comparer parallèles. avec ces deux-là parce que c'est un peu un mélange des deux. C'est un joueur dribbleur, mais il n'est pas dans l'humiliation comme peut l'être Saint-Maximin. Oui, Saint-Maximin, c'est vrai que Saint-Maximin, c'est vraiment dans l'humiliation. C'est excessif. Bamba, c'est plus efficace, mais à mon sens, il a moins de qualité de dribbleur que Saban. Saban, c'est plus en vitesse. Bamba, c'est plus en finesse. Je sais pas si tu Ouais, vois ouais, ce que je veux je vois dire. ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est pour nos auditeurs essayer de se repérer, parce qu'ils n'ont pas l'expertise des jeunes comme tu peux l'avoir. Donc, c'est un peu un mix Non, des mais deux. après, Ok. l'expertise, c'est pas une expertise, hein. De toute façon, un jeune, c'est très difficile à lire la carrière qu'il va faire, c'est très difficile à lire l'évolution, l'éclosion, le potentiel. Après, tu fais des pronostics en fonction de ce que tu Bien vois, tu sûr. compares les profils en fonction de ce que tu as déjà Et vu. t'as une marge d'erreur après. Et, et après, mais c'est certain, tu as forcément une marge d'erreur. Et de toute façon, tu as une marge d'erreur pour tout. Et bien sûr. Mais Encore plus voilà, sur les jeunes, ouais. c'est. Et bien sûr, Karl ne remonte pas tes messages. Hervé, je te vois dans le chat, qui nous gratifie de blagues depuis tout à l'heure, mais alors vraiment, ça, c'est la régalade, quoi. Ça, c'est. Ne nous faisons pas de billets, ça va venir pour les jeunes. Euh, c'est Aiki vivra verra s'il arrive à percer. Voilà. Hervé, en tout cas, voilà, tu es avec nous en tant que chroniqueur une fois par mois. N'hésite pas à les noter sur un calepin et tu nous les ressors à l'antenne parce qu'à l'écrit ça marche un peu moins bien, je trouve. Messieurs, on va quand même parler. Il y a quand même un match ce week-end.
Et on s'embarque direction Metz. Et ça, c'est pas gagné. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Et oui, je te vois Hervé qui me salue que maintenant, alors que tout à l'heure il a dit que Keun était son streamer préféré. C'est ni sympa pour Chap, ni sympa pour moi. Voilà, tant pis. Tant pis, Hervé, on note. Messieurs, le match à Metz, on en attend à première vue pas grand-chose. C'est un déplacement qui s'annonce compliqué. Chap, je sais pas si tu as suivi un peu la saison du FC Metz. Je t'en demande peut-être beaucoup là sur le FC Metz. Pas trop, je t'avoue que la saison du FC Metz, moi je regarde la saison de Saint-Etienne. La saison du FC Metz. Eh ben, elles sont pas si Je peux t'aider éloignées un en termes de. petit peu si tu veux, Vas-y, Sylvain, fais-nous un brief. Je peux t'aider un peu si tu veux, Chab. Donc, Metz, c'est une équipe qui a été reléguée la saison dernière comme nous. Ouais, ça je m'en Ils souviens. ont actuellement 13 matchs, 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Contrairement à nous qui avons 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Ils comptent 4 points de plus que nous. Mais si on n'avait pas eu les moins 3 points, ils n'en auraient qu'un seul de plus que nous. Donc c'est une équipe qui est un petit peu sur les mêmes standards que nous malgré la relégation. Voilà, si ça peut t'aider. Et une dynamique qui, on peut le dire, est Et pas très mauvaise. est assez mauvaise, c'est clair. Ouais, ouais. Une dynamique Et- très mauvaise. Ils ont Perdu pas contre gagné Bordeaux, depuis- ils ont perdu ils ont contre. gagné. Ils ont gagné la dernière fois contre Pau. Oui, sur le mois de septembre-octobre, ils ont gagné une fois en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Ils ont une victoire sur 7 matchs. Bon, on va pas fanfaronner, hein, on n'est pas beaucoup plus joli à voir qu'eux, hein, mais juste Mais- pour faire un état des lieux. Ils ont perdu contre Bastia, c'est pour te situer à peu près le niveau intrinsèque. Bastia qui a 7 points d'avance sur nous, hein, malgré le 6-0. Oui, c'est vrai, Bastia est 9ème. C'est vrai que à choisir, j'aurais préféré prendre la volée à ce moment-là et être devant. Donc, maintenant que tu as toutes ces informations, Chap, qu'est-ce que tu attends de ce match? On le dit à chaque émission, victoire impérative, s'il en est. Bien sûr. Ouais. Euh, Bah ouais, évidemment, mais on est d'accord que c'est le retour de Crasso déjà. Au moins. Il y a Crasso, Bouchoirie aussi, non? Bouchoirie, ouais. Et Mm. Crasso aussi. Donc ouais, déjà on a une équipe un peu plus compétitive que ce qu'on a aligné les derniers matchs. Ouais. Moi, franchement, je te sens les abusés. je suis pas vraiment désabusé parce que j'ai envie d'y croire et vraiment, je sais qu'ils sont capables en fait de montrer de belles choses. Juste, bah, des fois ça veut pas et des fois l'arbitrage joue contre nous et puis je sais pas, le fait d'être dans une série de défaites fait que t'as l'impression que tout accable, tout t'empêche de gagner mais moi je suis convaincu que si on met l'équipe qui a fait le 6-0 contre Bastia et qui après ça a fait quand même quelques matchs plutôt corrects et où on s'est fait quand même pas mal avoir par l'arbitrage de temps en temps. Moi, cette équipe-là, je suis assez convaincu qu'elle peut battre tout le monde quoi, dans la Ligue 2. Donc, moi, j'y crois. Moi, Metz, ça fait pas fondamentalement peur. C'est pas du haut de tableau particulièrement. Comme vous l'avez dit, ça n'a pas l'air d'être incroyable dernièrement non plus. Bon, c'est à l'extérieur, mais Tu- avec le retour de Crasso et Bouchoirie, j'ai envie d'y croire. Hein. tu titulaires Crasso, on se pose pas la question, mais tu titulariserais Bouchoirie? Ah, c'est le moment d'être coach. Je sais pas trop parce que je pense que Bouchoirie, il s'exprime bien quand. Après, c'est aux adversaires de jouer contre ça, mais quand il a un peu d'espace, j'ai vraiment l'impression qu'il peut faire de la différence et. Au contraire, j'ai l'impression que quand il se fait beaucoup presser, dès qu'il récupère la balle, il a beaucoup plus de mal. Donc c'est plutôt aux adversaires de jouer en conséquence. Mais pour moi, ouais, Bouchoirie, c'est quand même, ça reste quand même le haut du panier de notre équipe. Après, je pense qu'aussi ça peut être intéressant justement dans cet esprit-là d'avoir peut-être un peu plus d'espace, de le faire entrer plus tard quand les mecs en face sont un peu plus fatigués et que du coup Ouais. ils vont être moins rigoureux sur leur pressing, etc. Je pense que ça peut être intéressant de le faire rentrer à l'heure de jeu. Donc, Bouchoirie, je suis pas sûr de le faire rentrer direct. Par contre, ouais, Crasso, pour moi, il n'y a pas de débat. T'es obligé de le mettre dedans. De toute façon, T'as pas trop de choix. c'est pas de but ou Crasso, quoi. Donc, Ouais, c'est ça.
Ouais, bien sûr, on a. Puis Batles l'a confirmé en fin de match contre Rodez qu'il y avait une forme de Crasso-dépendance, hein. Il a dit, voilà, sur les 3 matchs où Crasso a été absent, on n'a pas marqué contre le Paris FC. On a marqué sur un penalty généreux contre Amiens et on n'a pas marqué contre Rodez. Donc à partir de là, le constat, il est rapide, hein. Quand avant ça, tu étais la meilleure attaque de Ligue 2 et que 3 matchs plus tard, tu as marqué un but en 3 matchs sur penalty, c'est certain qu'il le fera commencer, à moins qu'il ait un souci physique, mais sinon il le fera commencer, c'est certain. Sylvain, avant de passer à tes consignes tactiques, on a Boubou dans le chat qui nous dit Chap sera titulaire à Metz. Mais Tala qui répond malheureusement il est meilleur ADC que footballeur. Moi j'ai souvenir d'avoir vu quelques lives de Five qui ont été organisés. C'était pas si catastrophique que ça, donc peut-être. C'est pas catastrophique, mais de là à pouvoir être aligné en Ligue 2. Tu sais, Ivan Masson et Lenny Pintor jouent. Donc techniquement. Et Masson, on est un peu sévère avec lui. Masson, c'est la tête de Turc facile. C'est la tête de Pintor au même niveau. Faut pas mettre Masson et Pintor au même niveau quand même. Non, c'est vrai que Masson il paye un peu sa mauvaise dynamique et du coup on aime bien le charrier là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu lui faire insulte. Sylvain, qu'est-ce que tu changerais à part l'entrée de Crasso à ce 11 pour espérer quelque chose, et tu me donneras ton pronostic aussi. Bah, moi, je fais partie de ceux qui aimeraient voir enfin la première titularisation de Mouefek cette saison. Ouais. Parce que on avait l'explication sur les matchs précédents de dire oui, il faut pas qu'il joue trop, parce que tu comprends, il est fragile, il faut qu'on lui laisse le temps de revenir, etc. etc. Bon, soit, je le conçois. Maintenant, ça fait un mois qu'il enchaîne au moins une demi-heure par match. Je pense que lui offrir 60 minutes ce week-end ne serait pas quelque chose d'affolant, d'autant plus à 15 jours de la trêve Coupe du Monde. Il a l'air de bien revenir physiquement. S'il se blesse, au pire, bah, il ratera Rodez, mais bon, après, il aura le temps de se refaire. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient voir Mouefek titulaire au milieu. Ouais. Je pense que Louis Mouton en fera les frais. Je pense que Louis Mouton ne sera pas aligné à nouveau, malheureusement, le week-end prochain. Et voilà, et s'il y a des retours, la question c'est aussi de savoir les retours qu'il va y avoir. Est-ce que Bakayoko va être à nouveau opérationnel? Est-ce que Cafaro va être à nouveau opérationnel? Est-ce que Briançon est officiellement out? Le club n'a pas encore communiqué à son sujet. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte pour déterminer l'équipe qui jouera ce week-end. Ouais, on va venir sur le chat avant de venir sur vos pronos, messieurs. Et je vais enlever une épine du pied à Karl. Non, Hervé, arrête de dire que Bouchouari pue le foot. La dernière fois que tu as dit ça, c'était Adil Aouchiche. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé pour lui et pour nous. Donc voilà, plus personne ne pue le foot à Saint-Étienne. Mets-toi ça dans la tête. Vas-y, Karl, le chat. Oui. Du coup, c'est un peu mélangé. Il y a des compos, il y a des pronos. Alors, on commence par une note de positivisme, positif, pardon. Ouais. Goloris qui nous dit 5-0 pour Metz, on est des chefs, faut assumer. Ensuite, il y a Tala08 qui nous dit retour de Crasso en grande pompe, 2-0 Saint-Étienne. Ouais. À Metz, on n'a rien à perdre, on ne peut que mieux jouer, avoir de l'envie, essayer de ramener les 3 points pour Piazza le Breton. C'est vrai. 2-0 pour Saint-Étienne, pas pour Céline. David qui nous dit nous on est l'équipe à abattre et toutes les équipes nous attendent, on doit être à 120% tout le temps et à Metz on va se faire rentrer dedans. Hervé, je vais le citer, clean sheet 0-2, Wadji et Lopri qui se rattrapent, ça serait la belle histoire en vrai. Ouais. Et, sinon je vois beaucoup de défaites, un 0 où si Dreyer est bon, si on met Green on a match perdu, d'accord. Il y a véritablement Vert qui me dit j'aimerais bien voir rentrer Saban à la 70e aux côtés de Crasso. Pourquoi pas. Chap, non, il y a David qui nous dit Chap, si t'as pas besoin d'être bon, si tu fais comme Crasso, tu cours et ça ira très bien. Piazza le Breton qui nous dit Mouefek titulaire et de grâce enlever Pintor de l'équipe. Ouais. Donc beaucoup de. Et alors une compo totale, il y a Joss qui nous dit Dreyer en défense, Namri, Briançon, Sceaux, Masson. Alors on passe à 4 derrière. Mouefek, Monconduit, Chambaud, Lobry, Wadji, Crasso. Donc ça, voilà, ça devrait ressembler à peu près à ça, à quelques... En losange alors.
En losange, alors, parce que t'as 0 joueur de couloir dans ce qu'il nous explique. Là. Ouais, mais vu la gueule des joueurs de couloir, c'est peut-être une idée. C'est à creuser en tout cas. Au-delà de la gueule des joueurs de couloir, je trouve que on fait tellement pas peur quoi sur les Bah non. centres et les corners, etc. De manière générale. Je Offensivement, sais même pas si on a c'est marqué pas- un but de la tête ou quoi que ce soit. Si, Je suis totalement d'accord avec toi. c'est quoi? C'est Briançon ou Totalement. Giraudon? Je les confonds toujours. Briançon ou Giraudon qui a marqué sur un centre ou Ouais, sur un ouais, corner, je sais ouais. plus, Bah après, il y a c'était. pas longtemps. Ouais, oui, c'est vrai. C'était un coup franc. Hein. Un coup sur un coup franc, Ouais. pardon. Donc c'est une phase arrêtée, donc ça compte même pas. On arrive à la fin. J'aurais aimé qu'on en discute encore un petit peu, mais on arrive à la fin. Sylvain, je t'ai pas donné ton prono, mais bien sûr, une victoire de Saint-Etienne. Bah, cette équipe est capable de tout. Hein. Cela dit, elle nous épuise, mais on l'a assez capable de tout. Regarde, qui aurait misé sur une victoire à Amiens 1-0? Je pense que Pas si moi. on fait le point, il n'y en a pas beaucoup qui. Sachant que c'est Keun qui auraient anime misé. la semaine prochaine, donc possible Et victoire. que je ne suis pas chroniqueur la semaine prochaine. En Voilà, plus. donc Ça fait déjà deux indices à prendre en compte. une victoire écrasante 1-0, peut-être, Sylvain, quelque chose comme ça. Ouais, allez, pourquoi pas. Une écrasante victoire 1-0 sur un Mon Dieu. sur un but de Mathis Saban à la 88e. Ça Magnifique. serait formidable. Précis. Chap, un petit pronostic très rapide. Moi, je vais dire 2-1 avec but de Wadji et but de Crasso. Nickel, bah ça me va. Ça me va. Chap, où est-ce qu'on peut te retrouver ton actualité? Tu pars bientôt à Los Angeles pour la finale San Francisco. à San Francisco, pardon, autant pour moi. Exact. La finale des championnats du monde de League of Legends. C'est ça. Je pars mercredi. Sinon, demain, je stream sur ma chaîne à 11h. Je vous ai mis l'arroba Et, chap-du-bas GG. Exactement. N'hésitez pas à aller lui passer un petit coucou de notre part. En tout cas, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Merci Sylvain d'avoir été encore avec moi pour une triste défaite. Karl, encore une fois, un habitué, on le remercie. Vous nous retrouvez dès demain sur la radio des Verts d'Active. Vous nous retrouvez, bien sûr, si vous abonnez chez Chap, vous avez une magnifique ancien logo de la Ancien Saint-Etienne. logo, ouais. Il faudra se mettre à jour. Et voilà. Et entre-temps, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de, bien sûr, une victoire contre Metz. On vous embrasse, bonne semaine, et allez les Verts. Ciao. Allez, Salut. les Verts.